Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous avez le micro et caméra coupés, ça c'est normal pour un webinaire. Merci d'être avec nous. On va attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne. Et après, donc, comme d'habitude pour les webinaires, il y aura des temps de questions-réponses. Ne pas hésiter à utiliser la conversation ou la petite option Q&R pour questions et réponses. S'il y a des choses qui vous viennent pendant la présentation, parce que, comme pour les webinaires précédents, la thématique est dense. Les enjeux économiques de l'éco-conception, c'est très vaste. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on va essayer de survoler un petit peu tout ça comme une introduction avec des experts que sont Clément Nollet et Rami Benabdelkrim qui vont intervenir. Et donc voilà, je vois que le chat fonctionne. Ça, c'est un premier bon point. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Le but, c'est qu'on repart tous en ayant appris des choses et en ayant des idées sur l'éco-conception pour les produits que vous mettez sur le marché. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Vous m'entendez bien? Vous entendez bien Clément et Kira? C'est OK. Bonjour à tous, du coup. Oui, effectivement, j'espère que vous nous entendez bien. Peut-être une rapide présentation avant de commencer le webinaire. Petit tour de table. Petit tour de table, peut-être. Il y a quelqu'un, Madame Selmi, qui dit qu'elle n'a pas de son. Je voudrais savoir s'il y a d'autres. Il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de son, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour voir si c'est du côté de Madame Selmi ou si c'est du côté de tout le monde et donc d'une autre. Donc, si vous n'avez pas de son, dites-le nous. Merci, Ok. Victor. Je vois ou d'autres gens au passage. Ok, donc on va pouvoir présenter rapidement. Est-ce que vous voyez les slides qui devraient arriver, Donc, ils sont déjà affichés, qui non, sont non. déjà affichés? C'est moi qui ne les vois pas. Est-ce que vous voyez les slides? Non, vous ne voyez pas les slides. Je vais les repartager. On reprend un partage. Toujours 2-3 minutes le temps d'être sûr que la technique fonctionne. Donc là, moi, je vois les slides. Vous aussi. Je vois une main levée d'Isabelle qui peut-être rejoint entre-temps et de Michel. Si vous pouvez lever la main donc, au temps des questions, donc ce sera très bien. Pour l'instant, si vous pouvez écrire dans le chat vos questions ou les raisons pour lesquelles vous levez la main, n'hésitez pas, ce sera plus simple parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir, comme dit juste avant, et on va devoir se lancer tout de suite. Et donc, du coup, j'enchaîne sur un petit tour de table des participants, le temps que Kira affiche le sommaire. Et comme dit, je le redis, on va voir plein de choses. Peut-être que tout ne sera pas clair, mais comme d'habitude, on vous enverra les présentations en français et en anglais. Le but, c'est de parler des enjeux économiques de l'éco-conception, donc c'est vaste. Ça a l'air bon pour Myriam Selmi, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc, du coup, c'est Robin Onstret, je suis en charge des sujets de R&D, éco-conception, aussi réemploi et réparation chez Écologique. Je vais passer la main à Kira. Donc, Kira Nesterova, ingénieure éco-conception. Je suis en charge justement de ce sujet en règle générale à écologique, ainsi que des sujets de type recyclabilité, intégration de matières recyclées, etc. Bonjour à tous, Clément Nollet. Donc, je travaille pour le groupe Gallo. J'ai 25 ans d'expérience dans le recyclage des matières plastiques. Donc, les enjeux économiques et l'éco-conception sont notre quotidien. Et on a aussi Rami Benabdelkrim qui est docteur en économie à Dauphine et qui m'a dit qu'il a un tout petit souci de connexion et il arrive. De toute façon, il va parler plutôt à la fin sur les sujets d'écomodulation. Donc, ça va vous tenir en haleine. L'écomodulation est un grand sujet. Donc, il arrivera tout de suite, il se présentera quand il arrivera. Donc, sur ce, on va pouvoir débuter avec Kira. Donc effectivement, sur ce webinaire autour des enjeux économiques de l'éco-conception, je vais activer le partage classique. Donc on va d'abord passer sur une introduction autour des types de leviers. Ensuite, on fera un focus sur les leviers, je dirais, grande étape par grande étape du cycle de vie. Je laisserai après la parole à Clément pour le coût de l'intégration de plastique recyclé dans les produits et tout ce qui est enjeu économique là-dessus. Et ensuite, on passera sur
je dirais plus des enjeux côté filière REP pour finir effectivement avec l'intervention de Rami sur une ouverture sur les enjeux au sein des filières REP et notamment sur les limites du système d'écomodulation. Voilà. Donc, pour introduction, on a en ce moment en fait un grand mouvement en fait autour de l'éco-conception, que ce soit avec je dirais des éléments réglementaires européens et français, donc l'affichage environnemental, que ce soit français, donc avec l'article 13 de la loi AGEC, les indices de réparabilité, durabilité, etc., qui sont arrivés, que ce soit aussi européen, parce que le SPR, bien que pas encore là, donc la directive sur l'éco-conception des produits durables arrive. Et pareil, il y a un indice de réparabilité, voire de durabilité dans le cadre de l'ESPR européen vont arriver aussi, ou sont déjà arrivés. Par exemple, l'indice de réparabilité sur les téléphones pour européens. Il y a les plans d'action aussi qu'on demande de plus en plus aux entreprises. Qu'est-ce qu'ils comptent faire comme action d'éco-conception, que ce soit pour les plans de prévention et d'éco-conception pour la France, donc du coup qu'il fallait transmettre aux éco-organismes, ou pour la CSRD, donc du coup qui est pareil un plan non économique en fait autour des plans des aspects environnementaux. Il y a aussi une démarche en fait des acteurs privés, donc du coup qui va accompagner tous ces éléments réglementaires en fait, des engagements climatiques de plus en plus visibles, comme justement le SBTI, donc c'est les Science-Based Targets, qui vont permettre de fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Il y a les accords volontaires en fait au niveau européen, par exemple sur les parties consoles de jeux, donc qui vont traiter de la limitation de la puissance de la réparabilité des produits, et donc du coup en fait qui montrent une initiative des acteurs de ces milieux-là à s'organiser en fait au sein de leur secteur et d'anticiper les éléments à venir, que ce soit réglementaires ou techniques. Et pareil, il y a des groupes de travaux qui sont mis en place et des initiatives d'harmonisation, donc comme le réseau EcoSD, donc et Éco-conception des systèmes durables, qui est un groupe de chercheurs et d'entreprises en France, ou les initiatives comme le GIFAM pour l'indice de réparabilité, qui vont être qui vont être des tentatives d'harmonisation et de démonstration, de comparaison en fait de ce type d'éléments. Pareil, les normes, labels et certifications, les organismes en fait de certification, de labellisation, etc., vont accompagner cette montée en compétences et cette nécessité je dirais de cadrer les démarches avec des labels qui vont arriver de plus en plus et qui sont popularisés, des normes européennes, pareil, qui vont être revues ou qui vont arriver justement sur le marché, et pareil en fait normes européennes et les normes françaises aussi, et des certifications. Petite erreur, donc certifications françaises et européennes, notamment la fac sur l'éco-conception, etc. Donc là-dessus, en fait, pareil, on a les achats publics. En fait, tout ça, c'est la commande publique elle-même, en fait, va accompagner justement cette structuration des axes d'éco-conception et de durabilité. En fait, va pousser cet axe-là, que ce soit depuis 2014 avec les directives sur les marchés publics qui donnent le cadre en fait pour intégrer des critères environnementaux dans les appels d'offres, ou que ce soit directement les lois climat résilience et la loi AGEC qui vont obliger l'État, les collectivités, etc., à avoir des biens issus du réemploi qui intègrent de la matière recyclée, etc. Et de manière générale, il y a même un plan national pour les achats durables, et c'est pas négligeable. On parle, les achats publics, c'est 100 milliards d'euros en France, c'est 8% du PIB, selon le barème 2023-2024. Donc en fait, on a justement de plus en plus un focus qui est mis sur les leviers économiques pour pousser en fait à l'éco-conception, à la durabilité, etc. Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception et sur quelles étapes du cycle de vie ça va se définir? Donc l'ADEME définit 4 grandes étapes, donc la conception en elle-même, le produit, l'idée en fait du produit en lui-même, la partie matière, approvisionnement, etc., la partie design du produit, donc je dirais la forme que va prendre le produit au final,
la production, fabrication, distribution, logistique, la phase d'usage et la fin de vie. Et donc du coup, on va reprendre ces 7 étapes du cycle de vie, et pour chaque étape, on va voir un peu en détail, enfin plus ou moins en détail bien sûr, qu'est-ce qui va venir impacter l'aspect économique justement de cet axe-là. Donc un petit récap sur les 3 premiers axes, donc, qui vont être avant, je dirais, la production et la commercialisation du produit. Donc il y a l'idée même du produit qui peut être biomimétique, répondre à tout ce qui est économie de la fonctionnalité, etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau des équipes R&D. On va avoir tout ce qui est approvisionnement matière, donc sélectionner les bonnes matières et les utiliser de la manière la plus appropriée possible. Et la conception en elle-même du produit, donc notamment réduire le poids, allonger la durée de vie fonctionnelle, etc. Et donc tout ça, donc c'est les 3 premiers axes qu'on va voir. Premièrement, au niveau de la conception même du produit, l'axe sur lequel j'aimerais approcher la chose, c'est justement les aides financières qui sont disponibles. L'ADEME a plusieurs projets, donc là je vais vous en montrer 6 différents, qui sont en cours justement et qui abordent des aspects d'éco-conception en règle générale, pas uniquement du recyclage, de l'intégration de matières recyclées, pas uniquement des éléments qui impactent directement écologique, mais on va aussi avoir des éléments pour la décarbonation de l'industrie. Donc par exemple les appels à projets de MIBAC et ensuite IBAC PME ici qui ont été annoncés et présentés le 8 septembre dernier par l'ADEME. Ça va être des appels à projets pour des solutions technologiques pour de la décarbonation de l'industrie. On va avoir les études d'éco-conception, donc pour un soutien en fait aux études même d'éco-conception. Donc là on est effectivement dans la phase de conception même du produit, en fait dans l'idée en elle-même. Et pareil, tout ce qui est AMI, etc., qui vont venir accompagner de la CV, accompagner les entreprises en fait qui veulent faire la démarche d'éco-concevoir et de calculer en fait l'impact environnemental de leurs produits. Si je reviens aussi ici, il y a des investissements sur l'éco-conception pour améliorer la performance environnementale. Donc c'est pour les entreprises qui ont déjà une étude, un diagnostic, etc., et qui veulent améliorer leurs produits à partir de ça. Donc tous les liens sont dans la présentation, vous les aurez à disposition, vous pourrez voir les différents appels à projets qui sont disponibles. Un petit commentaire avant qu'on passe au sujet écologique. Pardon. Et il y avait des dates ici, souvent pour les appels à projets de l'ADEME comme pour d'autres, ou de la BPI ou autre, il y a des dates en 2025, mais souvent ils sont répétés année après année. 2026, 2027, il y aura d'autres vagues. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit jusqu'au 31 décembre 2025 que ça ne sera pas répété en 2026. Il y a des choses sur lesquelles on sait que ce sera répété. Celui-ci en particulier, conception de produits et services, on ne sait pas encore si ça va être répété, puisque les budgets peuvent changer, il faudra demander à l'ADEME, mais il y a des choses chaque année, il y a une nouvelle vague, donc il s'agit d'être prêt pour la vague en cours. En tout cas, il y a des financements qui existent. Et donc du coup, on va passer aux appels pas à l'appel à projet, mais du coup au concours écologique ici, avec une récompense de 10 000 euros à la clé. Et c'est pour la filière ASL particulièrement, où jusqu'au 29 octobre, vous pouvez, sur les 6 axes donc présents en bas, proposer des projets. Alors on va chercher des projets qui sont à minima TRL 4, 5, donc en fait avec déjà soit un process, soit un produit existant, soit à minima un prototype fait, en fait des choses concrètes. On va pas aller, en tout cas c'est pas le focus ici d'aller récompenser de la recherche fondamentale. Et donc du coup les 6 axes sont l'éco-conception en vue du recyclage, l'éco-conception d'ASL. Vous verrez sur le site, Pas on ne va pas passer super super longtemps, mais ouais. c'est en gros une petite pub pour l'appel à projet sur les ASL. On a des choses à faire, on a régulièrement des appels à projet en main sur le réemploi des équipements électroniques professionnels aussi bientôt. Si vous avez des questions, ne pas hésiter à nous écrire, parce que en tout cas voilà, il y a des récompenses. D'ailleurs, c'est pas une seule récompense. Spoiler alert, il y aura plusieurs vainqueurs, puisque justement il y aura au moins 6 vainqueurs. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous travaillez sur les ASL à candidater, c'est assez ouvert. C'est ça, et n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour savoir si vos projets pourraient rentrer dans le cadre du concours. Donc l'adresse éco-conception est mise en fin de réunion et vous est totalement ouverte.
Maintenant, on va passer un peu à la partie approvisionnement de matière. En fait, quand on conçoit le produit, donc du coup, on peut choisir justement d'optimiser, en fait, de modifier la matière qui est dans le produit. En fait, soit on modifie un produit existant, soit on modifie, je dirais, nos habitudes d'intégration de matière de manière générale. Et donc, il y a 5 grands axes ici qu'on a voulu mettre en avant. C'est la réduction du nombre de matières, le passage à de la matière biosourcée, l'intégration de matières recyclées, biomasse et le changement de fournisseur. On va se focaliser, je dirais, un peu deux par deux sur ces grands axes. Et en fait, ces axes-là, ils posent tous des problématiques. Alors, des problématiques parfois en fait, de renégociation de contrats, par exemple pour les fournisseurs, etc. Pour la réduction du nombre de matières, on a justement des projets qui vont se lancer, en fait, qui vont essayer de passer à du monomatière, des choses comme ça, puis en fait, qui vont se rendre compte que l'axe qu'ils ont choisi de travailler, donc la recyclabilité, n'est finalement pas si simple que ça. J'ai l'exemple en tête du polypropylène rigide ou souple. En fait, ce ne sont recycler du PP rigide et souple simultanément va réduire la qualité de l'un et de l'autre parce que fondamentalement ce ne sont pas les mêmes conformations chimiques. On peut, en fait, ça va demander un travail sur la durabilité du produit, on va augmenter potentiellement l'impact environnemental, pareil, etc. Donc en fait, choisir de réduire le nombre de matières va poser tout un tas de problématiques en fait, qui vont nécessiter de la R&D, etc. Ça peut engendrer un gain, mais la complexité en fait, justement du process va avoir en fait, peut avoir un coût, alors que ce soit environnemental ou économique en lui-même, parce que pareil, en fait, quand on réduit le nombre de matières, ça veut dire aussi qu'on se fournit plus potentiellement chez un fournisseur, etc. Donc pareil, il y aura des contrats à renégocier. Pour le changement de fournisseur en lui-même, donc on va essayer de passer à du local. Parfois, on va essayer de passer à du local, mais soit le prix ne va plus être compétitif, soit le gain environnemental n'est pas assez significatif. En Europe de l'Est, par exemple, le mix énergétique n'offre pas un gain significatif, pas toujours en tout cas, par rapport à des pays comme la Chine, l'Inde, etc., dans lesquels les pays peuvent être produits en masse. Et donc, faire le travail justement de relocaliser la production d'un endroit à un autre pour un gain environnemental qui, au final, risque d'être faible, ne vaut pas forcément la peine. Et quand on passe en Europe de l'Ouest, où là, effectivement, l'impact du mix énergétique va engendrer une baisse significative de l'impact environnemental, on risque d'avoir une augmentation des coûts, que ce soit de production ou de la matière. Et les fournisseurs locaux, donc dans des zones en fait, géographiques où la production de masse n'est pas aussi développée, risquent d'avoir pareil des tonnages plus bas, et donc du coup ça crée une complexité à ce niveau-là. Pour tout ce qui est passage en biosourcé ou ou de l'intégration de biomasse, il y a une problématique commune qui est justement déjà de trouver les fournisseurs de cette biomasse ou de cette matière biosourcée qui n'est pas simple, et donc en fait ça crée potentiellement la dépendance à un type de fournisseur. Et pour la matière biosourcée en particulier, on peut être équivalent techniquement parce que c'est vraiment la même molécule, etc. Mais on va avoir potentiellement une matière plus chère pour un gain environnemental pas toujours si impactant que ça sur le produit final, parce qu'il y a le poids de la matière dans l'impact final du produit, mais il y a aussi l'impact du process. Et donc, du coup, si l'impact du process est excessivement plus grand que l'impact de la matière, ce qui n'est pas toujours vérifié à l'étape, je dirais, du choix de matière des produits, on risque au final de se retrouver avec beaucoup de complexité rajoutée pour pas grand-chose. Et pour la biomasse en particulier, on a des problématiques de machines. On va avoir des machines qui potentiellement vont se bloquer, voire se dégrader plus rapidement sur certains points. Et donc du coup, il va avoir toute cette complexité de changer des pièces de la machine à des rythmes plus réguliers ou de réadapter entièrement le process pour intégrer de la biomasse dans la matière. Pour la matière recyclée en tant que telle, on a
je dirais, tout un tas de problématiques hein, que je laisserai, je passerai juste après la parole de toute façon à Clément. Mais on va avoir en fait notamment des problématiques de variabilité des propriétés, de colorimétrie, etc. C'est difficile de trouver des matières blanches, en tout cas un peu moins que par le passé aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Il y a aussi en fait, on va tenter généralement d'intégrer de la matière, en fait, d'intégrer isomatière, c'est-à-dire de remplacer un PP par un PP recyclé, alors que les propriétés mécaniques vont pas forcément suivre l'augmentation du prix. Pareil. Enfin, il y aura potentiellement une augmentation de prix, etc. Il y a les problèmes d'alimentarité, etc. En fait, on ne peut pas faire des produits pour de l'alimentaire avec de la matière recyclée, où c'est extrêmement difficile à cause des problématiques de, de santé en fait, que ça a posé. Et donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de certification systémique, etc. En fait, il y a tout un tas de problèmes de traçabilité. Sur les flux, surtout quand ils sortent d'Europe. Et donc là, pour dire, même au niveau européen, on se pose la question encore, je dirais aujourd'hui, de comment exactement définir une matière recyclée, dans le sens où en fait, s'il y a de la matière recyclée dans un produit, comment chimiquement en fait on va pouvoir aller vérifier qu'il y a bien de la matière recyclée dans un produit. Il faut s'engager là-dessus, parce que c'est un grand débat. C'est ça. Juste un petit point, je tiens rapidement, parce que je crois que tu ne l'as pas dit. Le webinaire numéro 9 sur demande, quand il y a des petites cartouches comme ça en haut sur les côtés, ça veut dire que ce sujet a été traité un peu plus en détail dans un précédent webinaire. Et donc, si vous ne l'avez pas eu, si vous l'avez oublié, parce qu'on ne connaît pas par cœur tous les webinaires, n'hésitez pas à les regarder. Parce que sinon, on peut en parler très longtemps, effectivement, de ce sujet-là. Et d'ailleurs, on va en reparler avec Clément. Et donc du coup, pour finir là-dessus, parce que je vais effectivement pas m'étendre tant que ça sur ces éléments-là, il y a des problèmes d'approvisionnement, de formation aussi des opérateurs de machines, parce qu'en fait, une fois qu'on sort de chez le recycleur, qu'on va chez l'injecteur, etc., en fait, les personnes qui manient les machines sont habituées à un certain type de matière, et parfois, il y a juste même le blocage humain à faire ce changement. Donc, pour passer rapidement, en fait, on a fait des études en articles de sport et loisirs et en articles de bricolage thermique sur l'intégration de matières recyclées. Et on a fait ces très jolis schémas que je vous laisserai regarder plus en détail avec la présentation sur les différents flux, en fait, la disponibilité et la demande d'offres de différentes matières recyclées et pareil la perception. On a fait un petit point du coup aussi sur la perception des consommateurs, donc les consommateurs je dirais dans le sens consommateur professionnel et dans le sens consommateur personnel. Et donc pareil, on a comme ça des éléments intéressants. Ce sur quoi je ferai un peu le distinguo ici, c'est la partie prix. En ASL, on va considérer que le prix d'un produit en recyclé, il va être moins élevé, alors qu'en ABJ, justement, on va considérer qu'il va être... non, pardon. En ASL, on va considérer qu'il va être plus élevé, pardon, et en ABJ, on va considérer qu'il va être moins élevé, du coup, ici. Et donc, du coup, il y a des différenciations avec les professionnels. Ça, je vous laisserai regarder en détail les études si elles vous intéressent. Je te laisse la parole, Clément. Merci beaucoup, merci pour tous ces mots-clés. Donc, moi, je vais vous partager la présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Parfait. C'est bon? C'est bon. Est-ce qu'elle est passée en plein écran? Pas encore en plein écran. Ouais, c'est long, c'est long, c'est long. C'est bon? Ouais. Allez, super. Donc, merci à tous. Donc, Monsieur Nollet, je représente la société Gallo-Plastique et le groupe Gallo. Donc, nous sommes fournisseurs de matières premières secondaires. Nous ne sommes pas la solution, mais nous sommes une solution durable, française et fière de l'être sur l'intégration et la réalisation de compounds plastiques issus de déchets post-consumers qui peuvent répondre exactement à ces enjeux économiques de l'éco-conception d'aujourd'hui. Donc, rapidement, une présentation du groupe Gallo. Donc, Gallo est un groupe qui est existant depuis 1939, qui a été fondé par une famille privée et qui reste encore aujourd'hui une société privée,
avec énormément de sociétés qui sont capables, à partir de différents produits que sont les véhicules hors d'usage, ou les déchets d'équipements électriques électroniques, ou les ASL, ou les ABJ, ou bien d'autres, de séparer l'ensemble des fractions grâce à des process de broyage, de séparation par densité et ensuite d'optimisation de chacune des fractions obtenues, que ce soit un ferreux, non ferreux et autres, et aussi les plastiques. Donc on va passer très rapidement. Donc on a créé aussi des sociétés comme Valorauto depuis 1998 qui vont, grâce à des apports de particuliers ou autres, démanteler 90%, 98% des véhicules. En 2001, on a commencé à traiter les D3E et on ne fait que continuer, augmenter, développer. Donc le groupe, pour vous donner une petite idée, en 2023, on avait 43 sociétés, dont 26 sociétés en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Voilà, cette année, on est quasiment déjà à 1000 salariés, donc 800 salariés en CDI et 200 personnes, différentes personnes. On fait beaucoup aussi d'insertion professionnelle, donc aider les gens à se réinsérer dans le milieu et dans l'industrie. On fait des métaux ferreux, non ferreux, mais voilà, donc c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui sur les ferreux. On va plutôt parler plastique, même si aujourd'hui les ferreux non ferreux font aussi partie des produits qui sont mis sur le marché, mais on va rester un peu sur nos plastiques. Donc le groupe fait des VHU, démantèle des navires, s'occupe des D3E et des différents métaux ferreux. On a aussi la filiale Galoplastique. Donc notre concept, c'est de prendre les biens de consommation qui existent et de ne pas les trier à la base. Nous, on va rentrer un véhicule, on va rentrer un D3E, un déchet d'équipement électrique et électronique, directement dans un broyeur, et on va en faire des sous-divisions qui, chacune de ces sous-divisions, a sa méthodologie de séparation, d'optimisation et on va appeler ça nettoyage pour faire simple. Donc vous avez ferreux, non ferreux, résidus de broyage et fractions légères. Donc l'éco-conception d'un produit que vous mettez sur le marché rentre dans l'ensemble de ces sous-fractions que nous allons produire. Donc la réflexion de la création à la base est extrêmement importante dans ce que nous, on va faire pour les extraire. Et si à la base, les améliorations sont faites dans la réflexion, les tris seront de plus en plus simples, mais ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, on va plutôt vers une partie bien plus complexe. Donc vous avez les ferreux, les non ferreux, les résidus de broyage, les plastiques et le fameux Galoplastique. Donc Galoplastique, c'est une société qui a été créée en 1997. On est 65 salariés. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans le top 3 français des recycleurs de VHU et des 3E. On produit un peu plus de 2000 tonnes par mois de polymères recyclés, régénérés, qu'on va revendre sur le marché européen. Et on a une autorisation et une capacité de traitement de 90 000 tonnes sur le site. Donc Galoplastique est basé à Halluin dans le 59 et on rayonne sur toute la France et autres, puisque le groupe nous alimente des gisements qui peuvent être belges, néerlandais, allemands et bien d'autres. Donc, notre process, c'est un process de matière en mélange. Donc, quand on crée un produit en fin de vie, il va être déchiqueté, dépollué, et ensuite des fractions plastiques dites pré-concentrées vont rentrer chez Galoplastique. Donc, je vais m'arrêter là un petit instant en vous disant que voilà, avec une tonne, on ne produit jamais une tonne. Avec une tonne, on va produire 800, 850 kg en fonction des rendements et des qualités matières. Et avant d'obtenir ce fameux rendement, on va devoir laver les polymères, les trier, les compounder, en sortir des indésirables, parce que pendant parfois l'éco-conception, elle n'a pas pensé à un certain caoutchouc, à un certain produit co-extrudé, ou alors des produits assez complexes, des mélanges de polypro avec du bois, des mélanges de plein de choses. Et nous, en interne, donc le concept, c'est de rentrer différents résidus de broyage. Tout à l'heure, je vous ai parlé des D3E, on peut parler des véhicules, on peut parler de 1000 sujets et des différentes REP qui ont été mises en place. Et nous, on va séparer par densité. On appelle ça des densités orientées. Donc, on va utiliser de l'eau avec certaines modifications de densité, comme voilà, 1,25, 1,10 et autres. Et on va séparer les caoutchoucs, les bois, les métaux et les plastiques. Donc, Galoplastique, c'est, comme je vous disais, une solution qui propose des polypropylènes, des polyéthylènes, des polystyrènes et des ABS issus de différents flux. Et nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on rentre tout en mélange et on les sépare. On va les séparer par voie humide, comme je viens de vous présenter avec les différents principes de flottaison orientée, densité supérieure à 1, densité inférieure à 1. Donc on va par exemple séparer, mais on ne fait pas que des séparations par voie humide, on fait aussi des séparations par voie sèche. Donc, utilisation de machines de tri optique et autres machines qui permettent de charger positivement ou négativement certains plastiques et ensuite de les séparer. Donc on rentre des flux en mélange. Une fois que les flux sont séparés, on les extrude par monopolymère. On en ajuste les propriétés mécaniques. Donc, tout à l'heure, Kira disait pas toujours évident d'avoir l'équivalent en recyclé d'une matière vierge. C'est vrai, mais on fait beaucoup d'efforts pour que cet écart puisse diminuer.
Donc, on en rajoute des colorants, on en rajoute différents additifs, et tout est contrôlé en interne. C'est-à-dire que notre ACV est assez intéressante puisque vous rentrez un produit chez nous en mélange et vous en sortez des produits. Voilà, on rentre un déchet, pardon, et on sort un produit fini, totalement terminé là-dessus. L'exigence de se dire qu'on peut remplacer de la matière verte par de la matière recyclée passe par un suivi et une grande méfiance des variations de flux, comme tu disais tout à l'heure, Kira, la variabilité des propriétés mécaniques. Donc nous, on est constamment en train de traiter, créer des lots produits de 9 à 10 tonnes et on fait des certificats d'analyse qui peuvent, donc les fameux COA, qui vont remplacer les COA que vous avez sur de la matière vierge. Donc on a des gammes de polypropylène, on ne va pas rentrer dans tous les détails, qui peuvent être chargés de talc ou autres, ou chargés EPDM par exemple, pour remplacer dans des applications par exemple par choc, vers des applications par choc. On est très circulaire, c'est-à-dire qu'on a des polypros qui viennent des résidus de broyage automobile qui retournent dans l'automobile, on a des polypros qui viennent des déchets d'équipements électriques et électroniques qui retournent dans des applications d'injection dans les déchets électroniques. On fait la même chose pour le polystyrène. Donc aujourd'hui, on peut rentrer des polystyrènes issus d'un D3E qui vont servir à faire de l'ameublement ou autre. Identique pour l'ABS, identique pour le polystyrène blanc majoritairement, tout ce qui est froid. Donc on appelle les polystyrènes issus du démantèlement des frigos, tout ce qui est post-consumer. Et voilà, on a plusieurs extraits sur site, on a du prototypage en ligne, on peut améliorer les process. Et en fonction de la demande du client, on a différentes applications que sont les transports, l'électronique, le ménager, l'industrie. Donc le gros de notre activité réside dans le recyclage des VHU et ces fameuses matières en mélange redeviennent et re-rentrent dans une vraie boucle circulaire dans l'industrie automobile. Il en est de même pour les D3E qui, à partir d'un polystyrène de frigo, peut redevenir un boîtier pour des grands producteurs qui vont encastrer ça dans les murs ou même en partie visible. Donc on va jouer sur, tout à l'heure je vous disais, la fluidité, on va jouer sur la coloration. Et ce qu'aujourd'hui je voudrais vous présenter, c'est voilà, cette approche tarifaire qui encore aujourd'hui, je pense, n'est pas connue de tous. Voilà. Aujourd'hui, recycler une matière, c'est intégrer tout un cycle, que sont les collectes, le traitement, les matières recyclables, les déchets. Et voilà un petit peu ce qu'on a. Prenons un exemple d'une collecte où ça va vouloir 100 euros la tonne. Donc, ce sont des coûts unitaires en euros par tonne. Ces déchets, il va forcément falloir les trier. Et je vous disais tout à l'heure qu'un déchet, il y a un rendement. Donc là, je vous ai par exemple proposé soit 25% de déchets, 75% de valorisation mécanique. Et on passe de 250 euros plus différents coûts. Chaque traitement a un coût, forcément. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas encore suffisamment connues aujourd'hui. Donc, d'une matière en mélange, on en fait des monopolymères qui peuvent atteindre 520, 530 euros la tonne. Et dernier, on va régénérer, c'est-à-dire qu'on va filtrer la matière, passer à travers des filtres entre 150 et 200 microns. Et on va colorer en fonction du carré des décharges. On va compounder, c'est-à-dire qu'on va rajouter des modifications de fluidité. On va contrôler en interne, on a un packaging, on a toute une gamme de certificats et on a forcément une livraison client. Donc aujourd'hui, un produit qui vaut 100, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'à la fin, il vaut 1000. Et on a recyclé 75% de la valeur de ce qui était rentré. Donc ça, c'était un point assez important sur la compréhension de ce qu'on fait. Et bien sûr, on respecte des réglementations européennes, REACH, ROHS et autres pour l'ensemble de nos polymères polypropylène, polyéthylène, ABS et PS, avec des analyses infrarouges, DSC, ROHS, POP. Tout ça nous amène à dire qu'on fait partie de différents syndicats et qu'on fait aussi bien, si ce n'est mieux, en traçabilité que certaines matières vierges. Et j'ose le dire, si ce n'est mieux, parce qu'aujourd'hui, certaines matières vierges arrivent de l'étranger, ne sont pas forcément des matières vierges. Donc, on est ISO 9001, 14001 et Recyclas. Et voilà très rapidement une présentation de ce qu'on fait. Encore une fois, c'est une introduction. Et les chiffres que vous avez vus, merci Clément pour la transparence, hein, c'est des chiffres réels, hein, les ordres de grandeur, de coût de collecte à 100 euros, ça va dépendre. C'est sûr que là, on travaille là récemment sur la Guyane. Le coût de collecte en pirogue dans le sud de la Guyane, c'est plus cher. Mais le 100 euros, c'est une moyenne pour les EE. C'est ça l'ordre de grandeur, c'est pas 1000, c'est pas 10.
Ça peut varier un petit peu selon les produits, machine à laver ou aspirateur, enfin bref, selon les flux. Mais les ordres de grandeur sont là et donc c'est aussi là qu'on voit le coût de la contribution. On pourrait avoir une contribution beaucoup plus forte encore, mais elle est déjà très élevée. Et donc on pourrait avoir des meilleures qualités de matière en recyclage. Mais voilà, il faut trouver un équilibre économique. Et ici, vous avez les éléments d'entrée qui disent voilà le coût, est-ce qu'il est compétitif par rapport à la matière vierge? Quand on parle de matière recyclée, au moins on parle de concret, de mécanique. Il n'y a pas le baril qui varie et qui fait que la matière est plus ou moins compétitive. Par contre, il y a des questions d'effet de l'eau, de paramètres mécaniques ou thermiques. Donc, vous avez les ordres de grandeur. Après, libre à vous Alors, d'aller. je suis passé très très vite sur la présentation, ça a duré un petit 10 minutes. Mais voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition sur toutes les questions, les propriétés mécaniques, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne peut pas tout faire en recyclé. Kira l'a dit tout à l'heure, j'étais un petit peu embêté de l'entendre, mais c'est la vérité. On ne peut pas tout faire, mais on essaie de faire au mieux. Voilà. Et aussi pour compléter ce que je disais avant de lire une question qui était pour toi, ce qu'on ne peut pas forcément faire isomatière, on peut peut-être le faire avec une matière différente, recyclée toujours, je ne parle pas de matière vierge ici, mais remplacer un PP par du PP recyclé n'est pas la seule voie possible, mais elle est souvent mise de côté ou oubliée en fait dans l'étape de conception. Et il y a aussi une autre voie qui est possible, c'est un mélange entre la matière recyclée et la matière vierge qui se fait de plus en plus pour obtenir vraiment des grades très 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 proches de la matière recyclée avec 50 à 60% de matière post-consumer dans le compound que vous allez réaliser, dans le mélange que vous allez réaliser. Et on a une question pour toi, Clément. Est-ce que Gallo aide ses clients à fournir des données sur le gain de score de circularité, type score MCI ou ISO 59020? Alors, je ne connais pas ces deux normes-là, je vais être clair avec vous. Par contre, Gallo aide ses clients dans des programmes, par exemple, on peut parler de Hormat, tout à l'heure tu en as parlé, merci, qui aide à l'intégration de matières recyclées, mais sur tous les points. Voilà, donc Hormat va vous aider à prendre le temps et les moyens humains et techniques pour intégrer la matière recyclée dans vos outils d'aujourd'hui. Voilà. Merci Clément. C'est d'autres questions. Clément est encore là. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation, de se poser des questions. Est-ce que je peux mettre de la matière recyclée, oui ou non? Et il n'y a pas que le recyclé, aussi parfois le biosourcé ou d'autres. On fait comme on peut avec ces contraintes internes et externes avec les clients. On a parlé un peu des clients tout à l'heure. Et donc, du coup, on va poursuivre après la partie approvisionnement en matière sur la troisième partie, sur le design du produit, une fois qu'on a un peu avancé dans la conception. Et je vais laisser la main à Kira. C'est ça. Donc pour bien séparer en fait la partie théorie, donc conception théorique du produit et la partie conception pratique, j'ai mis quelques exemples quand même. Donc par exemple le fait de rendre modulable certaines parties de smartphone, démontables plus facilement des ordinateurs, avoir des semelles remplaçables, etc. Quand on va parler de conception du produit, on va parler de ça en fait, de cet axe-là, du troisième. Et donc en fait, on a des problématiques, je dirais, sur les 3 des 4 grands axes, qui est vraiment démontabilité, réparabilité, remplaçable, plus durable, etc. C'est déjà la nécessité de préparer toute la documentation technique à mettre en place auprès d'un réseau de réparateurs ou de particuliers, de générer et de garder des stocks de pièces détachées sur des produits qui parfois peuvent durer, on prend les ABJ thermiques ou des vélos par exemple, mais plus de 10 ans en fait. Et donc pour les produits plus démontables, c'est garantir la sécurité de l'utilisateur si on les rend plus démontables par l'utilisateur. C'est garantir la formation des réparateurs si on le rend démontable uniquement par des réparateurs. C'est pouvoir mettre en avant la réparabilité. Donc s'il n'y a pas, en fait, si on n'est pas dans le cadre de l'indice de réparabilité, que ce soit français ou européen, il y a certaines certifications qui existent, mais on parle de 5 000 à 20 000 euros selon le label ou la complexité du produit qu'on va choisir. Pour les produits plus durables, on va garantir, faut garantir pareil la conservation des documents, la production des pièces, une standardisation parfois des pièces produites, parce qu'on peut effectivement se dire qu'on ne pourra pas nous-mêmes produire l'entièreté des pièces sur les 10-20 ans où le produit sera sur le marché, mais on va choisir des pièces très standards qui sont produites et qui seront toujours sur le marché d'ici des années, car elles seront utilisées sur des modèles plus récents.
Et pour la partie réalisation d'une étude d'impact qui intervient justement souvent à la partie structuration en fait, du produit et modification de sa structure, euh, une ACV, c'est 5 000 à 30 000 euros en fonction du produit. C'est des données en fait, c'est des éléments qu'on a déjà traités dans le webinaire 8, pareil, qui sont sur demande, hein, j'en profite. Les collaborateurs, pareil, qu'il faut pouvoir bloquer pour superviser ou réaliser la CV en question. Une formation ACV, pour les plus simples, on est vers 300 euros. Pour les plus poussés, voire des DU, donc des diplômes universitaires et des choses comme ça, on peut aller à 2500, 3000 euros par personne. Donc pareil, si vous avez plusieurs personnes dans une équipe ou si vous êtes une grande entreprise qui a plusieurs personnes à former, ça peut très vite monter en chiffres. Si la CV n'est pas réalisée depuis l'étape de conception et qu'on commence de conception théorique, hein, je veux dire, et qu'on commence justement à cette étape de structuration du produit, on peut se retrouver avec une partie du temps qui a été perdue par les équipes justement parce que les objectifs de la CV n'ont pas été fixés plus tôt. Et ça peut être nécessaire pour répondre à des appels d'offres, mais en fait, encore aujourd'hui, malgré le fait que dans des appels d'offres, on trouve des éléments sur l'impact environnemental, ça reste moins important que l'aspect technique du produit. Et même si on réalise une ACV, elle n'est pas forcément toujours représentative de la fin de vie du produit. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard, même si Clément l'a déjà un peu évoqué en disant que justement vos étapes d'éco-conception vont impacter le produit. Mais comme je dis, j'en discuterai un peu plus loin. Ensuite, on va passer aux étapes de production, fabrication et distribution logistique du produit. Donc l'optimisation des procédés. Donc maintenant qu'on a conçu le produit, on va devoir le produire en plus ou moins masse. On va devoir le distribuer, on va devoir l'emballer, etc. Que ce soit pendant l'étape de fabrication ou ensuite dans l'étape logistique. Je vais passer relativement vite sur les deux étapes. Donc il y a la partie fabriquer le produit de manière plus vertueuse. Donc déjà, toute cette partie-là nécessite, et beaucoup de parties en amont aussi, nécessite une maîtrise en fait de sa production. On parlait de matières recyclées, etc. On peut à la limite, en tant que distributeur ou importateur, le mettre dans ses cahiers des charges, qu'on veut du monomatière ou qu'on veut des éléments des matières biointégrées, biosourcées, etc. Ou même des matières recyclées. Par contre, quand on parle d'optimiser les procédés de fabrication, là, ça nécessite totalement de contrôler son usine. On peut avoir des exemples comme l'assemblage sans colle, l'utilisation de l'eau en cycle fermé pour tout ce qui est teinture, des choses comme ça, ou l'optimisation des injections plastiques avec des moules différents. Mais encore une fois, tout ça, c'est des éléments qui ne sont contrôlés que par les producteurs en eux-mêmes ou par les usines de production. Si vous n'avez pas le contrôle là-dessus, c'est très compliqué à modifier. Pour tout ce qui est le recyclage ou la réutilisation des rebuts en interne, ça nécessite déjà d'avoir des rebuts compatibles, de penser les rebuts de son produit dans la phase d'industrialisation comme compatibles à la réutilisation, et parfois on a une perte de cadence justement pour pouvoir les réutiliser, ou des parties où l'usine va tourner un peu à cadence réduite justement pour réutiliser ces rebuts. Le fait est que ce n'est pas forcément toujours un problème. Il y a des produits qui sont mis en marché de manière saisonnière et on peut se permettre une baisse de cadence sur d'autres parties de l'année, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi réduire les emballages en production. Je vais parler des emballages en distribution plus tard, mais pareil, on peut avoir justement des box plus adaptés, mais ça nécessite pareil de modifier les conditions de transport, d'avoir des contenants réutilisables, etc. Ça nécessite de la R&D sur les contenants, et c'est pas à la portée de tout le monde, même si c'est un axe intéressant. Et pareil, l'utilisation d'énergie renouvelable, ça peut se mettre en place dans, je dirais, même sans l'échelle du produit en lui-même au niveau de l'entreprise au global, mais ça nécessite des changements de fournisseurs d'électricité avec des offres premium vertes, etc., qui sont plus coûteuses. La nécessité de comprendre aussi quelle offre fait référence à quoi. Donc c'est
pareil, ça rajoute une complexité, même si c'est un axe intéressant. Et la distribution logistique, j'ai passé vraiment très rapidement dessus. On peut réduire les emballages en ayant des packaging réutilisables, monomatières, etc. Mais là, on retrouve toute la problématique plus haut, donc de sourcing des matières, de production. C'est moins gênant sur le packaging parce qu'il y a plus d'offres disponibles et que de toute façon, c'est des éléments qui sont très souvent monomatières pour la protection ou pour les cartons, etc. Donc c'est quand même un axe très intéressant. Et tout ce qui est optimiser le transport, le conditionnement, favoriser les circuits courts, etc., c'est les mêmes problèmes de sourcing, de transporteurs qui sont identiques aux parties précédentes. Donc je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, on va passer sur les étapes un peu finales du cycle de vie, donc la phase d'usage, maintenant que ça sort de votre usine, que vous avez vendu le produit, et la fin de vie du produit en elle-même, donc qui me permettra de passer à la partie sur écologique. Sur la phase d'usage du produit, j'aimerais attirer votre attention sur les résultats de l'étude du GIFAM, qui a été faite en 2024 et qui portait sur les critères d'achat du produit. Alors là, on parle des D3E. Les produits innovants performants, en fait, l'intérêt pour les produits innovants performants est beaucoup plus basse que l'impact sur l'environnement en termes de critères, et encore en bien plus basse que l'attention sur les prix et les promos. Donc en fait, on a quand même une espèce de décorrélation parfois des focus, notamment matière. En fait, on va chercher à avoir des matières de plus en plus spécialisées, de plus en plus performantes, alors qu'en fait, au final, quand on demande aux consommateurs, l'impact sur l'environnement vient pour eux avant la performance. Alors, c'est sur les D3E en particulier. Hein. Les D3E en particulier, donc pas tous les équipements, mais D3E, c'est pas le grille-pain ou le frigo. C'est sûr que sur un grille-pain, la performance d'un grille-pain, on est peut-être moins exigeant que sur la performance d'un frigo ou un téléphone portable. Là c'est assez général. Juste que ce que veut dire Kira, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on croit que nos clients veulent. C'est pas toujours exactement ce qu'ils veulent. Et là, ce que vous voyez ici avec le GIFAM Insight, donc le GIFAM, c'est les représentants des fabricants d'électroménagers. Donc ça, c'est les études, c'est les choses sur lesquelles on peut souscrire. C'est pas c'est une pub en fait. Nous, on a ces données-là. Si c'est des choses qui vous intéressent, il y a plein de questions sur le réemploi, sur la réparation, sur les achats circulaires. Enfin, il y a plein de choses. Donc, si c'est des choses des stats qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et de mémoire, je crois que c'est 6 000 € l'année pour être abonné. Et il y a plein de bonnes stats. Juste nous, on ne peut pas partager les stats parce que justement, on en partage une ou deux comme ça parce qu'on sait que c'est utile. Mais évidemment, on a le droit de tout partager, sinon ça fausserait le système. En tout cas, plein de choses à connaître avec ces enquêtes consommateurs. C'est ça. Et alors là, un peu une extraction de la même étude, mais si on reste sur la phase d'usage du produit, donc du coup, il y a tout ce qui est parti secondement. En fait, les consommateurs ne vont pas uniquement acheter des produits neufs, et on voit une augmentation en fait de ces produits de seconde main. Donc il y a quand même un intérêt à rendre les produits plus durables, plus réparables, etc. On a entre 12 et 33% des appareils qui sont achetés en seconde main sur les différentes catégories de D3E évaluées. Et la majorité du temps, c'est remplacement après une panne, sauf certaines catégories, donc console, bricolage et mobilité, qui sont une première acquisition. Donc, si vous avez mis en place justement tout ce système de fournissement, en fait, du fait de fournir les pièces détachées, etc., les personnes qui vont acheter en seconde main vont potentiellement, pareil, se fournir en pièces détachées chez vous, sur vos catégories de produits. Et maintenant, pareil, une autre étude dont on fait un peu la pub, qui est une étude ADEME de 2022, et qui a qui a réalisé une comparaison de performance commerciale, cette fois sur des démarches d'éco-conception. Donc il y a trois périmètres dans l'étude avec des analyses différentes en fonction des périmètres. Donc c'est soit depuis la création de l'entreprise, soit développé au cours de vie de l'entreprise, soit développé sur une partie de l'activité. Hein, je vous laisserai lire les détails. Et je vais me concentrer sur les résultats en eux-mêmes qui sont très intéressants. C'est que de manière générale, en fait, la démarche d'éco-conception, elle va se traduire par une hausse de différents coûts, mais qui est compensée par une augmentation des volumes vendus, donc une hausse du chiffre d'affaires. Comme on a pu le voir tout à l'heure sur certaines catégories de produits, notamment les AVJ. Vous avez celle-là.
je confonds toujours les deux, mais les consommateurs en fait, vont s'attendre sur certaines catégories de produits à une hausse des prix. Cependant, ils vont aussi prendre en compte l'impact environnemental et donc du coup permettre une augmentation des volumes vendus. Donc cette étude est extrêmement intéressante. Il y a une étude même qui avait été faite en 2017 avec différents cas qui avaient été pris et des fiches en fait qui avaient été réalisées par l'ADEME sur les quelques plus de 10 cas qui avaient été pris pour l'étude de 2017. C'est très intéressant à lire et je vous la conseille. Et donc du coup, on va pouvoir passer sur les enjeux économiques au sein de la REP, en fait, qui va se recouper avec le dernier axe, qui est justement la fin de vie des produits, donc qui est directement lié à nos activités pour le coup. Pour rappel, l'éco-organisme, sur son équilibre dépenses-recettes, donc encore une fois, on doit être à but non lucratif, hein, mais sur son équilibre dépenses-recettes, on a 68% en 2024 de nos dépenses qui sont de l'opérationnel, et 21% qui sont des recettes matières. Alors, peut-être que tu sauras mieux expliquer que moi qu'est-ce qu'on entend par recette matière. Oui, bien sûr, et même Clément saura mieux expliquer que nous. C'est-à-dire qu'en les recettes matières, en gros, il y a les matières, les prix des matières fluctuent, c'est la bourse, quoi, la bourse de Londres notamment, et écologique, on va dire, pour les produits qui sont traités, va demander aux recycleurs avec lesquels on passe des appels d'offres, donc des contrats, de nous reverser un certain montant qui est indexé donc, sur la bourse. Après, le recycleur, son métier, c'est de recycler bien et de revendre mieux. Donc, si je donne un exemple, on va dire sur l'aluminium, on veut redonner 100 par tonne vendue. 100 euros, ce ne serait pas le bon chiffre, on va en reparler. Et donc, le recycleur, s'il revend son aluminium à 50 euros la tonne, bah, il perd de l'argent. S'il la revend à 101 euros la tonne, il gagne 1 euro. Mais lui, il est capable, en général, c'est son métier, de revendre un bon aluminium à 200 ou 300 euros. Donc, c'est là qu'il va faire sa marge. Voilà pour faire simple. On va un peu rentrer dans le détail. Et c'est d'ailleurs, si tu veux, Clément, commenter et donner, dire la version recycleur, n'hésite pas. Non, mais c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, quand on travaille avec les éco-organismes écologiques, donc vous nous confiez des matières qui sont vos propriétés, qu'on doit trier, dépolluer et préparer pour une étape suivante. Donc, on vous achète des lots, c'est clair. On est payé pour les traiter, mais bien sûr qu'on les achète. Et ensuite, notre job, c'est de les séparer, de les améliorer, de faire des monoflux, d'aller jusqu'aux étapes de régénération pour certaines sociétés comme la nôtre et de remettre sur le marché le monopolymère recyclé, forcément avec une valeur ajoutée, sinon on ne peut pas exister. Après, quand on dit recette matière, c'est bien la matière vendue, mais entre-temps, les opérations de collecte logistique font que le global est négatif. Sinon, il n'y aurait pas d'éco-contribution. Mais il y a quelques produits, il peut y avoir une externalité positive, un bénéfice net. Si je prends par exemple, ça peut arriver sur un téléphone portable, mais bon, avec la fonds réparation et tout ça, on complexifie le sujet. Mais pour la plupart des produits, il y a souvent un coût, notamment lié à la dépollution. Et les recettes matières, on va dire que c'est juste la partie positive. Il y a aussi un moins, qui fait que le global est quand même négatif. Néanmoins, il n'y a pas que des moins. Et c'est ce fameux 21%. Si ça vous intéresse d'aller plus en détail là-dessus pour comprendre le modèle économique, c'est aussi lié à ce que vous payez, au barème, à l'éco-contribution, n'hésitez pas, c'est aussi notre travail d'être transparent là-dessus et de vous en parler plus en détail. C'est juste que là, on n'a pas le temps. Pas en détail en tout cas. Et donc du coup, sur ces 68% de dépenses, justement sur le coût de traitement des produits dont on a parlé, et pareil sur les 21% du coût de matière, j'ai mis voilà, comme ça quelques données. Notamment, en fait, il y a d'abord les déchets plastiques, puis les déchets métalliques ici. Donc en fait, on va avoir tout ce qui est transport, ramasse, coût de traitement des produits écologiques. Il faut bien se dire qu'on n'a pas d'usine. On n'a pas d'usine, on n'a pas de camion, on n'a pas... alors certaines certaines boîtes et certaines box nous appartiennent, je crois, de souvenir, mais c'est même pas toujours le cas. Tout ce qui est benne, etc., pareil, on doit les louer. Et tout ça, ça a un coût en fait. C'est quand on dit qu'on est à but non lucratif et qu'on équilibre les éco-contributions avec nos opérations et nos autres frais, en fait, c'est de ces montants-là en fait qu'on va parler. Le prix des matières qu'on récupère après, ça dépend en fait justement d'à quel point vos produits sont recyclables. Et donc plus les produits sont recyclables, plus on peut les recycler et plus on peut en retirer de la matière, et plus l'équilibre, en fait, justement, Et je voudrais même ajouter, et plus vous allez nous aider à aller chercher des matières complémentaires et augmenter les taux de valo. Voilà, c'est une boucle circulaire intéressante.
C'est une boucle circulaire intéressante et même ça, en fait, ça va impacter théoriquement enfin, ça peut impacter les écomodulations alors, en fonction de ce qui est rajouté, comme typiquement les fonds réparation, etc. Hein. Tout ça, ça complexifie, je dirais, toutes les problématiques en fait enfin, d'équilibre comme ça. C'est pas non plus simple d'en parler à la volée, mais voilà. Donc, Oui, les ordres de grandeur. Ce qu'il voilà, faut retenir, c'est ça, les ordres de les ordres de grandeur. grandeur. Ça peut varier. Après, les camions, on peut rentrer dans le détail très précis, mais encore une fois, c'est vraiment une question de temps. Pas de souci pour être transparent. Ces chiffres-là, c'est des choses qui sont dans des journaux spécialisés de recyclage, ce qui est à droite et ce qu'on va voir juste après. En tout cas, vous avez les ordres de grandeur et après, il faut faire les sommes, les moyennes et voilà, bon, région nord, région sud, les matériaux, les bennes ampli-roll, les semi-remorques, bref, il y a plein de termes un petit peu techniques. Je pense qu'on va passer vite là-dessus, mais sachez, C'est ça. là, vous voyez l'or, par exemple, ouais, l'or en ordre de grandeur, ça vaut extrêmement plus cher que des terres rares. Les terres rares, c'est pas du tout le même ordre de grandeur que l'or. Donc, quand on doit choisir, nous, enfin, en tant que recycleur, qu'est-ce qu'on va recycler, des fois, il faut faire des choix économiques et techniques et on va se focaliser d'abord sur l'or qui vaut plus cher que sur le néodyme, par exemple. Voici un peu les idées, quelques ordres de grandeur en dessous, mais on va essayer de passer au sujet de décodulation. Je vais essayer de tirer à parler avant que Rami ne prenne la suite pour dire qu'il y a, en tout cas, il y a un lien entre les coûts en fin de vie et les contributions. Ça, c'est le sujet historique. C'est ça. Donc, pour faire une introduction rapide, donc du coup, vous payez une éco-contribution et elle est modulée à la hausse ou à la baisse. En fait, c'est un système d'incitation à l'éco-conception, alors que ce soit l'éco-conception pour la fin de vie, dont on n'a pas tant parlé que ça au final de manière précise dans ce webinaire, ou que ce soit de l'éco-conception en général. Quand on parle, par exemple, de séparabilité de la batterie, l'intérêt justement d'avoir une batterie séparable, c'est pour que le produit ne soit pas considéré comme un déchet dangereux et qu'il ne soit pas détruit de par les risques qu'il cause de déclencher des incendies. Alors que, et ça, je sais que c'est pas forcément toujours su parce qu'on a parfois comme ça des petites confusions sur l'objectif de certaines modulations. Et donc on a fait des études justement sur ces écomodulations et sur l'approche en fait des adhérents des écomodulations en général. Et donc on va avoir pas mal qui ne se comprennent, en fait, qui ne comprennent pas, une bonne moitié en fait, qui comprennent pas ou qui comprennent mal Le système. le système en règle générale. Ce qui est compliqué, et je vais vous le dire direct, en fait, puisque ça va faire l'introduction à ce que dit Rami. Désolé, je t'ai coupé la parole, Kiram, c'est un sujet qui me tient à cœur. L'écomodulation, c'est mal fait. On n'arrête pas de le dire, c'est mal fait, et on va voir si on va pouvoir faire mieux. Et le fait que vous, adhérents, bon là, cette étude, donc c'était près de 200 adhérents, on vous a contacté cet été, certains d'entre vous, merci pour vos réponses. On pourra vous partager les résultats. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un éco-organisme étudie la compréhension de la modulation et le fait de l'utiliser par ses adhérents. Mais le fait qu'il y ait la moitié d'entre vous qui ne savent pas bien ce que c'est, alors bon, on a essayé de faire des efforts pédagogiques, mais peut-être qu'on les a mal fait aussi, on a notre part de responsabilité. Le fait que beaucoup ne savent pas, c'est peut-être parce que le système n'est pas adapté à vos enjeux à vous. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec Rami. En tout cas, ici, il y a quelques chiffres sur la modulation, sur les enjeux de recyclabilité. On va peut-être vu outils dédiés d'écologie, c'est le prochain webinaire. On en reparle. On en reparle à la fin. On en reparle à la fin. Bon, en tout cas, quelques petites stats ici, si ça vous intéresse. De même, vous pouvez nous écrire. Et on va, pour être dans les temps, pour bien finir à 30, on va passer la parole à Rami. Alors peut-être Non, s'il te plaît, un petit, alors deux petites slides qui restent. Donc sur cette étude, il y a justement, alors, ce qui en ressort et que tu as déjà pas mal dit, Robin, c'est justement un manque de compréhension. En fait, quand on demande, en fait, quand on offre comme ça diverses affirmations, en fait, on voit une grande confusion de la part des adhérents. On voit aussi de la contradiction en fait parfois, donc pareil, on vous laissera un peu lire, regarder. Et quand on demande si les gens veulent se renseigner sur la modulation, au final en fait on a des gens qui ne trouvent pas les documents,
qui comprennent pas les documents mais en fait qui ne souhaitent pas forcément juste se renseigner sur le sujet parce qu'il est perçu comme trop complexe. Pourtant, on parle de gros montants. On a des modulations du type prime à la tonne de matière recyclée. Alors là, on a beaucoup parlé justement de matière recyclée, notamment avec Clément. Et on est sur des 450, 550 euros à la tonne, en fait, comme bonus économique en 2026 sur nos 3 filières. Et tu as bonus qui existait déjà en EE et en ASL. Alors, effectivement, les conditions sont particulières parce qu'il faut que ce soit de la matière issue de filières REP, etc. Mais ça reste en fait de l'incitation économique qui est en tout cas de plus en plus appuyée. Ça a des défauts et je laisse Rami se Présenter. Oh là, j'ai présenter. deux fois ton prénom. Salut Rami, tu es bien là, Rami? Oui, Rami. Pour l'instant, on ne t'entend pas. Je pense que tu actives ton. Désolé, là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, on te voit un peu flou, mais le temps que tu partages ton écran, ça va être bon. Le temps de vous dire à tous, si vous avez des questions, ne pas hésiter. Hein. Des fois, je parle un peu tout seul dans le chat, ça ne me dérange pas. Mais si vous avez des questions, bon, voilà, on est là pour essayer d'y répondre. Voilà. Et donc, vous voyez tous le slide? Ouais, ok. Donc, bonjour à tous. Désolé, j'ai eu un petit contretemps à la dernière minute, donc j'ai pas pu être là au début du webinaire, mais je voulais remercier Kira et Robin et Ecologique en général pour m'avoir invité à ce webinaire. Alors, très brièvement, un peu pour mettre en contexte un peu ma présentation, je vais me présenter. Donc, je suis Rami Ben Abdelkrim, je suis post-doctorant aux mines. Je travaille actuellement sur la filière textile et sur l'économie circulaire dans la filière textile. Et j'ai effectué ma thèse à l'université Paris-Dauphine, une thèse qui a été financée par Ecologique, où j'ai travaillé sur la gouvernance et la régulation de l'économie circulaire et donc de la REP. Donc c'est un sujet extrêmement vaste, et donc il fallait un peu resserrer un peu le champ d'analyse, et je me suis principalement concentré sur les éco-organismes et comment les éco-organismes pouvaient, ou les limites du système en place, faire parvenir l'ensemble de la REP à atteindre ses objectifs environnementaux. Donc j'ai soutenu ma thèse assez récemment en juin dernier, juin 2025, thèse qui est disponible sur HAL. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter et essayer d'être un peu clair sur le sujet de l'éco-conception, et notamment de l'éco-modulation. Parce que dans la littérature en économie et en management, c'est très très flou, hein, ces sujets d'éco-conception, ces sujets d'éco-organismes. Et donc, le but ici, c'est de prendre un peu de hauteur, parce qu'en fait, on a énormément de couches réglementaires. On a la REP avec la loi AGEC, avec les principes d'éco-modulation, etc. Donc, on a énormément de couches de règles qui rendent le système un peu complexe, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de simple qu'on cherche à travers la REP, c'est de responsabiliser tout simplement le producteur. Donc, c'est le cadre de mon chapitre 2, Si Landing is the Dark, Why Producer Responsibility Organization Failed to Incentivize Eco-Design under EPR. Pourquoi, en fait, on n'arrive pas à inciter les producteurs à mieux concevoir, malgré plusieurs outils comme l'éco-modulation. Alors, moi, donc, dans ma thèse, je suis parti d'un constat simple. Qu'est-ce qu'on entend par la REP, hein? Donc, le but, c'est de responsabiliser le producteur. Et donc, pour responsabiliser le producteur, on essaye d'imputer les coûts du recyclage. C'est ce qu'on appelle l'éco-contribution quand on adhère à un éco-organisme. L'idée derrière l'imputation des coûts de recyclage pour le producteur, c'est in fine de rendre plus compétitifs les producteurs dont les produits impliquent moins de déchets que les producteurs dont les produits impliquent plus de déchets. C'est l'idée très classique et de base. Pollueur-payeur, il y en a qui remettent en cause un peu ce principe de pollueur-payeur, mais c'est un peu l'idée, c'est si mon produit implique beaucoup de déchets, je dois être moins compétitif que mon concurrent qui implique moins de déchets. Alors, donc par l'imputation des coûts, ce qu'on cherche, c'est de responsabiliser le producteur. Et en fait, on essaie de responsabiliser le producteur
dans un objectif très très large de la REP, qui est la protection de l'environnement. Alors comme on l'a vu précédemment, ça peut passer d'un démontage simple d'un smartphone pour sa recyclabilité, ça peut allonger la durée de vie du produit, l'utilisation de matières recyclées, etc. Il n'empêche que ce qu'on cherche, c'est de protéger l'environnement. Derrière ce gros objectif, il y a en réalité 2 sous-objectifs. Le premier, c'est une gestion opérationnelle des déchets, c'est-à-dire que les déchets existants, il faut les gérer, il faut les collecter, les transporter, les trier, les traiter. Donc ça, c'est pour les déchets effectifs. Et il y a un objectif beaucoup plus important en fait, derrière la REP et l'imputation de ces coûts de déchets, c'est la réduction de la production de déchets. Ce qu'on cherche vraiment, c'est d'inciter les producteurs à réduire la quantité de déchets impliqués par leurs produits à travers l'éco-conception. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Et pour ça, on a grosso modo 2 systèmes dans la REP. On a le système individuel, donc là, je parle à des producteurs, et si vous êtes présents, c'est que grosso modo, vous avez un peu une idée de ce que c'est un éco-organisme. Attends, 30 secondes. Ouais. 30 secondes, Rani. On voit très très mal ta présentation, elle est très floue. Okay. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous tous ou est-ce que nous sommes les seuls à voir ça de manière très floue parce que sinon on changera. Je pense que c'est mieux si tu... Je vais partager la présentation dans ce cas-là. Ouais. Ok. Tu en étais à... Exactement, j'étais ici. 30 secondes. Bon. Je vais reprendre l'étape à laquelle tu en étais et tu me dis quand passer. Exactement. Voilà, c'est bon. Exactement. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a un objectif, c'est la protection de l'environnement qui se sépare en 2 blocs. Le premier, c'est la gestion opérationnelle des déchets. Le second, c'est la réduction des déchets. Et donc, pour atteindre ces objectifs-là, on a grosso modo 2 modèles. On a un premier modèle qui est le système individuel, où chaque producteur assume lui-même sa responsabilité. Donc, soit il met ses propres points de collecte, soit il va contractualiser avec les opérateurs, etc. lui-même. Et puis, on a de l'autre côté un système collectif à travers les éco-organismes où, en gros, on a une entité, l'éco-organisme, qui va se charger de collecter tout un ensemble de déchets pour le compte de plusieurs producteurs qui vont financer l'éco-organisme à travers les éco-contributions. Pour différentes raisons, et qu'on va voir très rapidement après, mais les systèmes individuels sont moins praticables que les systèmes collectifs. Donc, généralement, ce qui est surtout dans les filières ménagères, on a généralement les systèmes collectifs à travers les éco-organismes qui sont mis en place, et on le voit même à travers la création des nouvelles filières. L'éco-organisme est très souvent mis en place et souvent question, souvent mis au centre des débats dans l'établissement d'une nouvelle REP. Et donc, c'est pour ça que, généralement, on a des systèmes collectifs. Le problème, c'est que, en fait, on a un peu, dans la littérature, une dichotomie entre les deux. On a des débats entre ces deux systèmes. On dit le système individuel est généralement plus incitatif parce que les producteurs gèrent eux-mêmes leurs déchets, donc en fait ils sont plus incités, etc. Puis de l'autre côté, ce système individuel n'est pas praticable, c'est trop complexe à mettre en place. Le système collectif, c'est plus pratique, mais effectivement, on a une baisse des incitations à l'éco-conception. On n'arrive pas à inciter les producteurs à l'éco-conception dans les systèmes collectifs à travers les éco-organismes. Et donc, face à ce fait, ce constat qu'on entend souvent dans les débats publics, qu'on entend souvent dans la littérature en management ou en économie, dans la littérature scientifique, on a une espèce de boîte noire, de black box, qui ne permettent pas de comprendre vraiment les mécanismes qui impliquent ce résultat. Pourquoi l'éco-organisme, malgré le fait qu'on ait des outils comme l'éco-modulation, ne parvient pas à vraiment inciter l'ensemble des producteurs à l'éco-conception. Il y en a, il existe heureusement des producteurs qui fournissent les efforts à l'éco-conception, mais ce n'est pas un fait général. Donc, mon chapitre essaie d'un peu de comprendre, d'un point de vue théorique, ce qu'il y a derrière cette dichotomie. Ouais. Alors, ce que je pars, c'est d'un principe simple.
quel mécanisme ferait qu'un producteur serait potentiellement responsable? Il y a 2 conditions à la responsabilité effective d'un producteur. Le premier, c'est ce qu'on appelle en éco une imputation totale des coûts, c'est-à-dire que le producteur doit porter l'ensemble des coûts liés à son produit. S'il y a une partie des coûts de son produit qui est supportée par une autre partie, ben là arrive l'ambiguïté de la responsabilité, à qui a la charge, etc. Donc, pour avoir la responsabilité la plus transparente, un producteur est censé subir l'ensemble des coûts, du déchet de ses propres produits. La deuxième, c'est la capacité de différenciation des coûts par rapport à sa production. Si un producteur fournit l'effort d'éco-concevoir, il est censé diminuer les coûts de déchets. D'accord ? Si je fournis un effort et mes coûts ne diminuent pas, je ne suis pas incité à fournir l'effort et à être responsable. C'est un peu les deux grandes conditions à la responsabilité d'un producteur. Alors, quand on regarde ces 2 conditions, en fait, effectivement, le système individuel paraît le plus adapté à ces 2 conditions. Quand on est tout seul, on supporte la totalité des coûts liés à nos déchets. Et si moi, je change la conception de mon produit, effectivement, je vais diminuer les coûts de gestion des déchets. Et là, il y a une large littérature, et je pense que vous, en tant que producteur, vous connaissez beaucoup mieux que moi les raisons pour lesquelles vous adhérez ou non à un éco-organisme, mais plutôt généralement oui. C'est que théoriquement, en fait, les systèmes individuels sont trop compliqués à mettre en place. Il y a des contraintes financières, c'est très coûteux. Il y a des contraintes opérationnelles. Si chaque producteur devait mettre en place son propre réseau de collecte, c'est un peu même, en économie, on parle de monopole naturel, mais ça, c'est une autre question. Il y a des contraintes institutionnelles avec des lourdes charges administratives. Donc, c'est généralement plus simple d'aller voir un guichet unique, l'éco-organisme, et de gérer sa responsabilité avec. Et donc, pour inciter et pour atteindre ces 2 objectifs, on va avoir les producteurs qui vont se faire face à plusieurs obstacles, plusieurs contraintes. Slide suivante. Merci. Donc, on va avoir des contraintes financières, opérationnelles et institutionnelles. Et le but de l'éco-organisme, c'est justement de passer outre ces contraintes. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, de mettre en place ce qu'on appelle en économie institutionnelle des mécanismes organisationnels qui permettent justement d'éviter ces contraintes. Donc, on va mutualiser les coûts, on va standardiser les frais, on va standardiser les process pour généralement avoir des économies d'échelle et être moins coûteux pour le producteur. On va également découpler l'opérationnel. Donc, on va avoir d'un côté les producteurs, de l'autre côté les opérateurs. Et l'éco-organisme permet de contractualiser avec les opérateurs pour contrebalancer les pouvoirs de négociation entre les 2 parties. Et puis, on va avoir des financements ex-ante qui permettent d'assurer un financement serein et pérenne de la gestion des déchets. Le problème, c'est que, en fait, l'ensemble de ces outils qui permettent de rendre praticable, donc là, c'est le bon côté de l'éco-organisme, ça permet de rendre plus praticable la REP. Tous ces mécanismes organisationnels impliquent ce que j'appelle, moi, dans mon chapitre, un verrou informationnel. C'est-à-dire qu'en fait, mettre tout le monde dans le même panier, dans un même éco-organisme, ça ne permet pas de distinguer les bons des mauvais. Et c'est ça le réel problème. En fait, vu qu'on a, au sein d'un éco-organisme, on n'arrive pas à identifier les producteurs qui fournissent réellement un effort à l'éco-conception d'un producteur qui ne fournit pas l'effort à l'éco-conception. On essaye, c'est difficile. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est l'enjeu. Est-ce que c'est à nous de juger? Exactement. Donc, et en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on met de côté l'éco-modulation juste en ayant des éco-contributions à une moyenne de tonnes de kilos par tonne de déchets. En fait, on n'arrive pas à différencier ces deux types de producteurs. Et vu qu'on n'arrive pas à différencier ces 2 types de producteurs, on n'arrive pas à les récompenser à la hauteur de leurs efforts. Et donc, on n'arrive pas à l'objectif principal de la REP, qui était de rendre plus compétitif un producteur responsable d'un producteur non responsable. Je mets ça entre guillemets, c'est juste pour simplifier le propos. Et donc, ce verrou informationnel, la régulation en place ne parvient pas vraiment à y répondre. Alors, on a une tentative de réponse qui est justement l'éco-modulation.
L'éco-modulation, en une phrase, c'est un bonus-malus sur l'éco-contribution en fonction de l'effort à l'éco-conception. Si je remplis des critères, je vais payer moins d'éco-contribution et inversement. Et donc, en fait, l'éco-modulation, ici, ce qu'elle tend à chercher, c'est d'individualiser le bénéfice à l'effort. C'est-à-dire que je pense qu'on peut passer ce slide parce que c'est trop... je pense qu'il faut être concis. Mais en fait, le but de l'éco-conception, c'est... Non, juste la slide d'avant. Ouais. Le but de l'éco-conception, de l'éco-modulation, pardon, c'est justement de fournir une récompense à l'effort. Le problème, c'est que, et la littérature a traité cette question de l'éco-modulation, l'éco-modulation, en fait, elle ne couvre pas les investissements liés à l'éco-conception. Les montants sont trop faibles, les montants de bonus sont jugés faibles dans la littérature, ça c'est les travaux d'Hélène Michaud et Hall en 2021. Généralement, les coûts d'éco-conception, c'est-à-dire les investissements qui sont en place pour mieux concevoir les produits, en fait, sont beaucoup plus importants que le bénéfice qu'on gagne à l'éco-modulation. Les critères, il y a des limites également mentionnées sur les critères d'éco-modulation. Ça ne prend pas en compte les business models. Bon, voilà, ça, c'est évolutif, c'est juste sur le cadre actuel, mais c'est tout de même des limites qui sont présentées par la littérature. Complexité administrative, manque d'harmonisation à l'international pour les firmes et pour les producteurs qui vendent sur plusieurs pays. En fait, il faut s'adapter aux critères d'éco-modulation, quand bien même si on a des critères d'éco-modulation dans chaque pays, ça c'est encore une question. Mais voilà, on a un manque d'harmonisation et en fait toutes ces limites limitent en fait la capacité à l'éco-modulation à réellement récompenser l'effort à l'éco-conception. Alors, ce qu'il faut, du coup, c'est un mécanisme qui permet justement, de manière beaucoup plus forte, de séparer les bons des mauvais. Et donc, dans ce cadre-là, je propose, entre guillemets, des outils qui sont déjà mobilisés dans la littérature sur l'économie de l'information, etc., sur les asymétries d'information, notamment à travers un exemple qui est le menu de contrat. Alors, le menu de contrat, c'est quoi ? C'est une incitation à révéler une information sur le niveau d'effort des agents à travers la proposition de plusieurs contrats. Donc là, initialement, c'est l'exemple du marché des assurances. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Vous avez un assureur qui essaye d'assurer plusieurs conducteurs. Et donc, parmi ces conducteurs, vous avez ici les rouges qui sont des mauvais conducteurs et les verts qui sont des bons conducteurs. Si je présente et j'essaie de couvrir, je propose un contrat à l'ensemble des conducteurs, je vais faire un contrat qui me couvre de tous les risques. Donc, en fait, les bons conducteurs vont payer plus que ce qu'ils devraient payer et les mauvais conducteurs payent moins de ce qu'ils devraient payer. C'est ce qu'on appelle un équilibre mélangeant. C'est que je mélange tous les conducteurs ensemble et je fais une moyenne qui ne différencie pas les deux. Là, c'est ce qu'on appelle une mauvaise allocation des coûts. De l'autre côté, je peux en fait proposer deux menus de contrat. Deux contrats. Un contrat avec une forte franchise en cas d'accident, mais de faibles cotisations mensuelles. Et de l'autre côté, un contrat avec une faible franchise, mais des contributions mensuelles très élevées. Et à ce moment-là, en fait, le simple choix des conducteurs entre les deux contrats va permettre d'identifier quels sont les bons et les mauvais. Et forcément, les bons conducteurs vont plutôt s'orienter vers des contrats à franchise élevée, mais qui payent moins cher chaque mois. Et puis les mauvais conducteurs vont plutôt s'orienter vers les contrats à franchise faible en cas de gros accident, parce qu'ils ont une plus forte probabilité à faire un accident. Et donc là, on a une auto-sélection, et juste en proposant deux types de contrats, on a les conducteurs qui révèlent leur information. Et donc, on pourrait potentiellement réfléchir à un modèle assez similaire. Donc là, on est au stade de l'idée, il faudrait encore modéliser ça, et c'est l'objet d'une future recherche que j'ai initiée juste après ma thèse. Sur deux types de contributions. On pourrait avoir d'une part une contribution très élevée pour les producteurs qui ne fournissent aucun effort à l'éco-modulation et à l'éco-conception, et puis un contrat élevé, un contrat à faible contribution avec des exigences en matière d'éco-conception et donc là, en fait, on a tous les mécanismes de signaux. Est-ce que c'est le producteur qui doit signaler sa qualité? Est-ce que c'est l'éco-organisme qui doit vérifier la qualité? Ça, c'est question à débattre, mais qui permettrait justement d'inciter les producteurs et de récompenser en fait les producteurs qui effectivement fournissent un effort. Et donc là, on pourrait
à voir justement les producteurs qui initient vraiment des investissements à l'éco-conception, qui vont généralement choisir le contrat dit responsable, et puis les autres qui vont choisir le contrat standard, et qui nous permettraient de séparer plus facilement les deux types de producteurs, de récompenser le type de producteur, et in fine, de rendre plus compétitifs les producteurs responsables que des producteurs non responsables. C'est une idée qui est proposée dans mon chapitre. Alors, c'est soumis à débat, c'est évidemment pas potentiellement une idée parfaite, parfaire. Il y a la question de la faisabilité de un tel modèle. Mais ce que je voulais vraiment en fait, présenter dans ce modèle, c'est que, enfin dans ce papier, c'est que en fait, il y a un problème en ce moment que j'ai remarqué tout au long de ma thèse, c'est que on a du mal à identifier les vrais problèmes de la REP à cause d'une surcomplexification de la régulation et de la réglementation au fur et à mesure qu'on essaie de répondre à des petits problèmes. En fait, à la base, la REP a été initiée pour une réponse simple, c'était responsabiliser le producteur. Et en fait, on a des producteurs qui sont responsables et qui fournissent l'effort, mais qui ne sont pas récompensés à cause de différentes contraintes qui ont mobilisé ce qu'on appelle des arrangements organisationnels spécifiques. Et donc, quand bien même en fait l'éco-organisme tel qu'il est mis en place permet de rendre praticable la REP, parce que sans éco-organisme c'est quasi impraticable, en fait les systèmes collectifs ils bloquent les signaux incitatifs. Et donc en fait on a des enjeux organisationnels et un défi majeur qui est d'allier la mutualisation, qui est bénéfique aussi pour la REP, qui la rend praticable, à la différenciation entre les producteurs. Et c'est là, je pense, l'enjeu des prochains cahiers des charges, des prochaines lois sur la REP, c'est vraiment de passer l'étape. On a, je pense, une première étape dans l'histoire de la REP qui a été d'engager tous les producteurs. Donc, on gère maintenant les déchets. Et maintenant, je pense qu'il y a une étape supérieure, c'est vraiment de se concentrer sur ces enjeux d'éco-conception, sur ces enjeux du second objectif qui est de réduire la production de déchets. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur ça, donc n'hésitez pas à financer de la recherche. Ça, c'est un petit appel personnel en tant que chercheur. Mais les pistes sont là. Il y a notamment une journée au Mans, le 17 octobre, qui regroupe en fait tous les chercheurs sur la REP pour traiter de ces enjeux. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est très bien, Rémi. C'est parfait. Généralement, c'est un peu long. Donc, Non, c'est très bien. Juste un petit mot pour qu'on finisse dans 7 minutes. Et on a une question de Xavier Lemarquand en ligne. Donc, pour faire une petite conclusion, ce qu'on veut dire, c'est que le système de la REP, il est très complexe. Et Rémi, c'est 3 ans avec moi. C'est qu'un chapitre, il y a d'autres chapitres en réalité, à dire toutes ces limites. En gros, chacun fait ce qu'il peut, quoi, pour faire simple, mais il y aurait des choses à améliorer collectivement et le message que portera Rémi, même s'il peut être un peu différencié dans la bouche de la direction d'écologie, grosso modo, on veut challenger comment on pourrait s'améliorer collectivement avec les pouvoirs publics, avec vous, adhérents, parce qu'il y a peut-être beaucoup à travailler là-dessus, et qu'il y ait des externalités positives, parce qu'en fait, la difficulté, c'est comme l'écomodulation avec l'affichage environnemental, des fois, l'indice de réparabilité, c'est facile à afficher, mais c'est dur à calculer. Là, la REP, c'est un peu pareil. On peut avoir des enjeux de collecte, de recyclage, on se met tous ensemble. Par contre, ça ne différencie pas ceux qui font plus d'efforts que d'autres ou pas si bien que ça. Donc voilà, c'est encore une fois une introduction, mais on espère que ça vous a donné matière à vous questionner, à nous questionner aussi sur notre rôle d'éco-organisme. Si vous avez des questions pour aller plus loin, n'hésitez pas. Et on va donner la parole à Monsieur Lemarchand, peut-être. C'est ça. Avant de terminer, de donner le contact. Allez-y. Alors, je vais vous ouvrir votre micro. Hop, et votre caméra aussi. Et si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Allez-y, Xavier Lemarquand, si vous pouvez. Alors, on ne vous entend pas, vous n'avez pas activé votre micro. Je crois qu'on devait l'activer. Non, il est activé. C'est à vous de mettre votre micro. Le temps que vous mettiez votre micro, sachez que vous pouvez... Et là, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, parfait. J'ai 2 remarques. Pour l'instant, parce que vous dites globalement sur le comportement des consommateurs ne me semble pas corroboré par l'évolution des ventes de Chine. C'est quand même un producteur qui visiblement se fout à peu près de toutes les conceptions écologiques en cours.
puisque aujourd'hui, ces produits, visiblement, sont très difficiles à recycler. Or, le consommateur, visiblement, se jette sur ces produits. Donc, faire peser, je dirais, les conséquences d'un comportement uniquement sur les producteurs, est-il véritablement suffisant? Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que moi, je suis vendeur de produits internationaux, c'est-à-dire fabriqués par des marques internationales sur la France. Et je suis confronté au fait que ces producteurs, eux-mêmes, ont à analyser une vingtaine de réglementations différentes selon les pays dans lesquels ils vendent. Et en plus, avec des éco-organismes qui peuvent être différents. Donc j'ai deux questions qui sont liées à ça. Ne serait-il pas urgent que cette réflexion et cette mise en place se fasse au niveau européen? Parce que c'est très compliqué pour moi d'expliquer à un Japonais, un producteur japonais, qu'il doit effectivement vendre en France d'une certaine manière, vendre en Allemagne d'une autre manière. Enfin, c'est impossible, quoi, je veux dire, globalement. Donc, voilà. Donc, si on veut faire des efforts, je pense qu'ils soient compris par les producteurs. Il faut que les règles, au moins, puissent s'appliquer au niveau européen. C'est la moindre des choses qu'on puisse leur proposer, parce que sinon, je pense on n'avancera pas beaucoup. Voilà. Rami, je vais te laisser répondre juste sur Shein. Je vous ai répondu dans le chat, le Q&R, pour dire que cette statistique, on est d'accord avec vous, hein, des fois on dit des consommateurs veulent consommer plus responsable. Et donc cette question avait été posée par le GFAM Insight dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc il y avait 38% des gens qui ne pensent pas que Shein vende des choses moins durables que d'autres producteurs, enfin, ou d'autres plateformes. Donc effectivement, vous avez raison, et c'est des espèces de dissonance cognitive. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter le GFAM Insight qui travaille là-dessus, comme d'autres acteurs d'ailleurs. Et sur le reste de votre question, je vais laisser Rami répondre, si ça vous va. Excusez-moi, je reviens juste sur votre question. Sur cette question-là, vous dites que les consommateurs ne perçoivent pas que Shein est un produit qui est de moindre qualité. C'est absolument délirant. Ça veut dire qu'effectivement, personne ne fait de test. Et ça veut dire que le consommateur ne se sent absolument pas responsable. Et qu'il faudrait à ce moment-là mettre une taxe spécifique sur les produits qui sont directement une espèce de TVA majorée sur les produits qui n'ont pas de durabilité. Je partage. Je partage votre avis. J'ai beaucoup travaillé sur ma thèse sur les D3E, mais là, je travaille sur le textile. Et effectivement, la Shein, c'est vraiment un sujet. Et c'est drôle parce que c'est très lié à des discussions que j'ai eues avec mes directeurs de thèse sur pourquoi on appelait ça la REP, la responsabilité élargie du producteur, étant donné que d'une part, les éco-contributions sont en grande partie transférées au consommateur, donc c'est le consommateur qui paye, donc qui est censé être responsable. Et de l'autre côté, le comportement des consommateurs impacte directement les résultats de la REP. C'est-à-dire qu'on a beau faire de l'éco-conception, fournir les efforts, mettre en place des taux de collecte, en fait, c'est le consommateur final qui va décider de déposer le déchet dans les bons canaux, et donc c'est lui qui est responsable in fine. Même du comportement, enfin, même si le système est parfait, c'est au consommateur en fait effectivement déposer là où il faut et de consommer comme il le faut. Donc en fait, il y a un gros manquement, je pense, dans la régulation sur la REP, sur les consommateurs. C'est, je pense, les grands oubliés de la régulation. Et il faut vraiment, je pense, trouver des outils réglementaires autres que les taxes, je pense. Je pense que les taxes, c'est un outil, mais je pense qu'il y a d'autres outils et il faut creuser ces outils-là pour vraiment rendre responsable le consommateur et aller au-delà juste des campagnes de sensibilisation. Parce qu'on voit que même avec des campagnes de sensibilisation, les objectifs ne sont pas atteints. Enfin, c'est pas assez. Donc, je partage parfaitement votre avis sur le fait d'impliquer un peu plus, enfin même beaucoup plus, je pense même principalement, les consommateurs à la régulation sur la REP. Sur le point de l'harmonisation. Rami, pour qu'on finisse dans le temps, est-ce que tu peux répondre rapidement à l'autre point sur la partie européenne pour qu'on finisse à peu près dans les temps? Pour répondre et là je vais être encore plus rapide. En fait, sur l'harmonisation de la REP, c'est un gros sujet sur la littérature. Beaucoup traitent de ça. Il y a actuellement une thèse qui est effectuée par Clara Cherblanc
à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit, qui travaille sur l'harmonisation de la législation REP en Europe, et à l'international. Et je pense que c'est la prochaine étape de la REP. On le voit avec le règlement des batteries. Avant, on avait souvent des directives, donc avec une liberté des pays à mettre en place leur propre législation. Là, on a des règlements, donc ça devient un peu plus harmonisé, beaucoup plus strict. Et je pense que les REP européennes, en tout cas, tendent vers ce modèle de règlement plutôt que des directives. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait pour effectivement supprimer ces problèmes d'harmonisation et d'adaptabilité en fonction des pays. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc, pour finir très rapidement, et pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez rester de toute façon. La boîte mail éco-conception, les consultations, pour ceux qui sont déjà venus, vous connaissez, donc vous pouvez nous contacter, réserver un créneau le vendredi après-midi pour discuter avec nous. Pour le prochain webinaire donc de cette année, ce sera le 5 décembre et c'est sur un nouvel outil web que va lancer Ecologique. On vous a remis les liens vers un de nos questionnaires vers des questionnaires complémentaires et vers justement Journal circulaire, donc le concours ASL. Et merci beaucoup de votre attention tout au long de ce webinaire. Voilà. Merci. On compte sur vous pour le webinaire test et surtout on remercie Rami et Clément d'avoir partagé leur expertise avec nous. L'intérêt de ces webinaires, c'est justement de donner la parole à des gens qui connaissent, qui sont très pointus sur des sujets. Donc vous avez leur contact sur LinkedIn et leur mail. N'hésitez pas à les contacter. Et nous de même. Et voilà, on vous remercie pour votre temps et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt.